On va parler de l'impérieuse nécessité de s'informer, de se former au sujet de l'intelligence artificielle, et notamment vous, dans votre monde professionnel. C'est une urgence, c'est ce que vont nous rappeler Adrien Ricci, Laurent Sacomano et Florence Arnoux. Pas artificiellement, applaudissons-les s'il vous plaît. Alors, Laurent, vous le connaissez, le président de l'URPS, médecins libéraux PACA, président de CES, Florence Arnoux, que l'on vient d'avoir il y a un instant, avec un chouette témoignage, c'est la déléguée régionale FHF, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et vous, Adrien, merci. Je vais vous céder la place. Je cherche un successeur, puisque moi, j'espère bien, d'ici 20 ans, prendre la place de Michel Drucker. Adrien, vous êtes-vous le président et cofondateur de iWind Emergency Calls, évidemment dans mon anglais pourri. Je ne sais pas grand-chose, mais je sais que c'est bien ce que vous allez m'annoncer. Je vous ai aperçu sur un stand, et si j'étais venu longuement vous écouter, qu'est-ce que vous m'auriez dit de vous? Je vous laisse nous présenter et échanger tous ensemble sur l'intelligence artificielle et la formation pour les professionnels. Merci beaucoup. Oui, ceux qui ont eu le plaisir de venir sur notre stand, déjà merci beaucoup. iWind, en fait, on est une start-up qui s'est spécialisée dans les appels d'urgence. On s'est dit, dans un monde de communication qu'on a à l'heure actuelle avec tous les réseaux sociaux, peut-être le moment de communication le plus important, c'est quand on demande de l'aide au niveau des hôpitaux, au SAMU, pour essayer de sauver des vies. Et on s'est dit, au lieu d'avoir simplement de la communication téléphonique, où on va décrire une situation qu'on appelle le SAMU, si on utilisait les capacités de notre smartphone pour, en parallèle, envoyer sa position, mais prendre des photos, et que ces photos soient déjà préanalysées par de l'intelligence artificielle pour simplifier la vie des assistants de régulation médicale, et aussi prendre en charge toutes les catastrophes naturelles ou autres qui génèrent des masses d'appels d'urgence qu'humainement, il est impossible de traiter. Si on mettait tout ça et qu'on arrivait juste à une solution qui puisse nous aider à mieux décider face à l'incertitude et tout simplement déterminer plus rapidement si une personne, on a besoin d'aller la secourir ou non et de quelle manière. Donc voilà, était un peu quelle idée. Ça va fonctionner. Appuyez bien sur le bouton, sur le micro. Parce qu'il devait être éteint. C'est parfait. Alors tout d'abord, effectivement, je ne sais pas comment on doit prendre d'être sur cette table ronde sur l'intelligence artificielle, mais ça, c'est un problème à part. Je crois que l'intelligence artificielle, effectivement, ça vient d'être dit, c'est comment on s'approprie vraiment en détail une technologie pour qu'elle rende vraiment service. On a tous les débats sur ChatGPT, sur tout ce qui est reconnaissance vocale. Dans notre usage, pour l'instant encore, notamment en médecine libérale, on a peu d'exemples d'appropriation, en tout cas d'outils qui fonctionnent vraiment avec l'intelligence artificielle. Mais on voit bien, j'aurais sur la reconnaissance vocale par exemple, que quand on dicte un courrier et que l'on voit les évolutions de ces logiciels qui arrivent avec la possibilité d'enregistrer la conversation, c'est-à-dire la consultation standard avec le patient qu'on a en face de soi, et lors de la fin de l'enregistrement, le logiciel qui est capable de classer les antécédents, l'histoire de la maladie, la problématique, et de déboucher sur les propositions de diagnostic ou de traitement. Ça pose vraiment des questions parce qu'on voit qu'on a un retard phénoménal dans cette appropriation. Donc l'outil est déjà là, mais aussi bien l'industriel qui le propose, puisqu'on a fait partie d'un groupe à discuter avec ce fournisseur par exemple, on voit qu'ils se sont dit ça va être super, ça va vous simplifier la consultation. Mais en réfléchissant, ce n'est pas la consultation que ça doit simplifier. À la limite, c'est la prise en charge en amont, parce que peut-être que si on arrive à déléguer, et effectivement, on a un tel problème de démographie médicale que si on est capable de déléguer ce premier temps de consultation qui pourrait être fait par un assistant physique, médical, avec un patient, et que ça sort pour le médecin une fiche un petit peu de synthèse récapitulative, là, probablement que le médecin pourra avoir ce regard, ce complément, et peut-être discriminer en disant à la fin, oui, je confirme le diagnostic, oui, je confirme la proposition de prise en charge. Et pour l'instant, ça, on n'est pas capable de le faire. Et on l'a évoqué aussi ce matin, c'est cette difficulté à s'approprier finalement ces outils, mais en étant déjà débordé, comment on arrive à libérer du temps pour pouvoir consacrer ce temps à ce développement, et comment on continue à discuter avec les industriels, d'où l'intérêt des réunions comme ce jour. Et à l'hôpital, je ne pense pas que ce soit beaucoup mieux aujourd'hui. Oui, c'est pas très
très facile en ce moment dans les établissements de santé. En général, je crois, les hôpitaux évidemment, mais en général, dans le système de santé, c'est compliqué. Moi, en vous écoutant, je me dis, c'est marrant parce que pendant longtemps, ces sujets-là, c'était des sujets de romans d'anticipation. Et là, on y est, évidemment. Le sujet des appels augmentés aux urgences, c'est essentiel parce qu'on a en tête les accidents graves qui se sont passés il y a quelque temps de ça. Et il y a un autre élément, c'est qu'effectivement, tu as évoqué le sujet majeur des ressources, évidemment, c'est-à-dire qu'on en manque, elles sont mal réparties, enfin, il y a un changement fort de paradigme et très concret. Et en même temps, il y a une très grande intolérance à l'insécurité. C'est-à-dire qu'on veut être pris en charge rapidement, et évidemment, les équipes qui prennent en charge, elles ont besoin évidemment d'être sécurisées. Donc moi, j'y vois d'abord une solution rapide, sécurisante, qui en plus aujourd'hui, voilà, le substrat, c'est qu'on n'est plus sur c'est plus de l'utopie, c'est plus du cauchemar, c'est une possibilité réelle de réponse sécurisée en termes de qualité de prise en charge. Et je pense qu'il y a une vraie appétence. Tout à l'heure, pour ceux qui étaient dans la salle, Marc Dumont a dit qu'il y a encore 80% des gens qui ont peur ou qui sont opposés. Moi, je ne suis pas convaincue qu'on en soit du tout à 80%. Je pense qu'en tout cas, dans le milieu médical soignant, et notamment à l'hôpital, et les équipes, et les responsables médicaux soignants, etc., sont vraiment demandeurs, parce que derrière, c'est le sujet aussi de la réponse, évidemment, de qualité, et comment est-ce qu'on redonne du temps aux médecins et aux soignants au-delà des sujets de sécurité. Tout à fait, je m'inscris vraiment dans cette vision. Quand on regarde en effet l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui permet de se l'approprier ? C'est en effet la prise de conscience que, tiens, si j'ai, au final, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil. C'est un outil qui va nous permettre de peut-être mieux travailler, et surtout dans un contexte où forcément on va avoir un encombrement, on n'a jamais suffisamment de temps, d'essayer d'aller toujours plus à l'essentiel, et vraiment, ce que j'appelle mettre l'expertise du médecin au niveau du cœur de son action. Pas perdre des heures et des heures et des heures pour au final quelque chose où il n'y a pas toute la valeur ajoutée qu'il est capable de mettre. Un des exemples qui était assez intéressant, c'est en fait la co-construction. Pourquoi est-ce qu'on arrive à définir qu'une IA doit faire telle ou telle action ? On peut arriver avec une super idée. Dans les faits, ça ne marche pas trop. C'est aller rencontrer les personnes qui vivent ça au quotidien, qui disent ça, moi, j'aimerais bien ça, parce que je vois ce problème. Je vois à peu près, puisque maintenant j'arrive à comprendre ce qu'est une IA et ce que vous pouvez faire avec, est-ce qu'on peut bâtir ça ? Et après, ensemble, arriver à définir quel est le chemin qui a le plus de sens pour les utilisateurs. Parce que la meilleure adaptation possible, c'est qu'on est soi-même convaincu, de l'intérêt, et de l'interface utilisateur. Parce que quand il faut cliquer sur tous les boutons, c'est une horreur absolue. Peut-être plus qu'un commentaire, je serais tenté de faire une question. Est-ce que dans la salle, vous avez peur de l'intelligence artificielle ? Oui, vous levez la main, ceux qui ont peur ? Oui. Peut-être, est-ce qu'on peut passer le micro ? Parce que, bien sûr. À la limite, ça peut être intéressant de voir au-delà de ce que nous, on perçoit et de la façon dont on le gère, comment c'est perçu de l'autre côté par les utilisateurs. On parle bien des gens qui ont peur de l'intelligence artificielle et pas de l'intelligence de court. Non, c'est ça. Très bien. Qui veut témoigner sur la peur de l'intelligence artificielle ici ? Je vous ai vu lever la main. Oui, bonjour madame, je viens. Parfait. N'ayez crainte, pour le coup, je ne suis pas une menace. Alors, bonjour. Je suis en master santé publique et j'ai été 6 ans infirmière aux urgences en addicto. Moi, ce qui me fait peur dans l'intelligence artificielle, c'est pas l'apport de connaissances qu'elle peut nous apporter, parce qu'au contraire, si c'est un outil, c'est bien. Ce qui me fait peur, c'est d'un point de vue éthique, parce qu'en fait, c'est une intelligence artificielle et le côté humain est pas là, même si ça peut prendre des informations, ça change pas un être humain. Enfin, c'est plus ça qui me questionne. Et en dehors de la santé, ce qui me fait peur, c'est que ça abrutisse plutôt qu'autre chose, le fait que tout soit tout cuit déjà là. Du coup, ça empêche les personnes de réfléchir par eux-mêmes. Et du coup, j'ai l'impression, je ne dis pas que c'est un fait, que du coup, ça nous enlève cette intelligence à nous, en fait, vu que c'est apporté par autre chose. Voilà. Merci.
Oui, peut-être pour répondre, effectivement, enfin, nous, pour les discussions qu'on a pu avoir avec les médecins libéraux là-dessus, il y a cette crainte, effectivement, de cette perte aussi de réflexion. Il y a aussi peut-être cette perte de pouvoir, c'est-à-dire finalement d'être remplacé par une machine. Et on a vu d'autres expérimentations, alors qui aujourd'hui peuvent rendre service, hein, de l'intelligence artificielle qui va comparer à une base de données des images issues d'un scanner pour une embolie pulmonaire, par exemple, et l'ordinateur qui va être capable de passer en revue dans sa base de données toutes les images qu'il a et qui lui permettent après de classer en disant ben ça c'est une embolie pulmonaire grave, ça c'est une embolie pulmonaire pas grave. La grave on l'hospitalise, l'autre on la laisse sortir, et de voir là aussi à chaque fois comment le médecin va garder le regard sur justement cette interprétation. Et on a la même chose avec aussi par exemple les lésions dermato. Aujourd'hui, j'imagine, comme tous dans la région PACA, il est assez difficile d'avoir un rendez-vous chez le dermato. Donc on est assez content et l'URPS a travaillé et on a des outils là dehors qui sont présentés aussi, hein, qui permettent de mettre en contact aujourd'hui des médecins en essayant de simplifier le travail avec la photo de la lésion dermato. Mais probablement que demain, comme on reconnaît les plantes avec son application sur son smartphone, on pourra probablement imaginer que l'ordinateur décrive tout de suite la lésion et puisse nous dire bah, attention, ça c'est grave et ça c'est pas grave. Donc je crois que oui, il faut toujours pareil, se dire bon, à quel moment on va perdre la capacité à analyser nous-mêmes en tant que médecins les lésions dermato que nous sommes amenés à voir. Mais de notre côté, peut-être aussi que c'est une évolution avec un nombre de médecins avec lesquels il va falloir composer. Et ces outils qui vont rendre service parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de faire autrement, quoi. Eh bien, on attendra pour avoir la réponse. Madame a demandé le jour que là où il n'y a aussi, pas Internet. Voilà, la question sera de dire... Voilà, la question sera peut-être aussi de se dire, est-ce que, mais là on va déboucher, on va glisser sur un autre terrain, c'est est-ce que tous les avis médicaux doivent être urgents et doivent avoir une réponse immédiate ? Peut-être pas. Ah, oui, si. Ça fonctionne. Enfin, je trouve que le nom d'intelligence artificielle porte mal son nom, parce que finalement, c'est pas de l'intelligence. Et en fait, c'est surtout un système de corrélation de grandes données qui va apporter des éléments et qui va accompagner la décision. Alors par contre, elle peut créer de la discrimination négative, c'est-à-dire que au tout début de l'intelligence artificielle, quand on demandait à certains systèmes donne-moi qu'est-ce que ça donne si je mets une femme et si je mets alors c'était quoi, c'était je sais plus, enfin ça faisait un croisement étonnant et ça finissait par sortir une infirmière alors qu'il fallait parler des médecins. Enfin bon, évidemment ça entérinait des préjugés sur une femme qui soigne, c'est une infirmière, c'est pas un médecin. Donc c'est aussi ce qu'on va y mettre et comment on va l'orienter. D'ailleurs, les chercheurs en intelligence artificielle, ou même si on écoute, je sais pas, pour ceux qui connaissent Yann Leca et qui l'ont lu, lui-même il se dit c'est pas tant l'intelligence artificielle qui va prendre le dessus, c'est par contre ceux qui sont en capacité de l'utiliser, de la manier, qui peuvent reprendre le système sur les souverainetés des États, etc., des systèmes. Effectivement, c'est une vraie puissance, hein, dire. Donc effectivement, ça demande d'être hyper encadré réglementairement, éthiquement, vous l'avez dit, c'est important. Mais de façon plus simple et à notre petite échelle, c'est le sujet de l'accompagnement par l'usage. Moi, ce que je trouve intéressant, vous l'avez évoqué, c'est que quand on vient nous voir, je pense à CHU de la région, à PHM, qui nous dit, nous, on a un sujet sur les maladies rares. On a besoin de faire le lien entre les centres de ressources maladies rares, les médecins généralistes, etc. Et finalement, il nous manque un outil qui soit un outil d'interaction, qui soit avec un peu d'IA pour orienter, et qu'on va chercher un opérateur qui fait un peu autre chose, mais qui pourrait aussi faire ça, et qui va remanier, retravailler, et grâce à l'IA, en cherchant des données, va accompagner le processus. Bah, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est vraiment complètement à la carte, et on le fait orienter dans le bon sens. Donc ça, c'est exactement comme ça qu'on l'entend et qu'on essaie de l'accompagner. Et la maîtrise, alors il y a le sujet de la souveraineté, c'est aussi, et comment est-ce qu'on, nous, en tout cas, nous, régionalement, on va chercher les entreprises locales, régionales, en termes de rayonnement. C'est un sujet donc souveraineté aussi régionale et nationale évidemment. Et ensuite aussi comment est-ce qu'on reste sur une logique très maîtrise UX de l'utilisateur, de l'usager, pour qu'on reste au plus près du besoin et qu'on reste très corrélé, puisque je parlais de corrélation, aux besoins. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel. On pourrait parler de maîtrise d'usage. Je vais revenir juste sur un point que vous disiez sur les questions d'éthique. Puisqu'en fait, on a les débats à l'heure actuelle sur l'IA Act au niveau européen. Qui doit avoir la décision finale entre une intelligence artificielle et un être humain ? C'est vrai que typiquement, dans le cas d'une hospitalisation, je voudrais toujours que ce soit l'être humain. Est-ce qu'on peut concevoir des systèmes comme ça ? Oui, pas de souci.
Maintenant, ça pose aussi d'autres questions, c'est à quel point des fois il faut aussi, et c'est là où on va aller d'ailleurs dans ce qui fait peur, des fois dans l'IA, mais qui est aussi quelque chose qui peut nous permettre de sauver énormément de vies, quand est-ce qu'il faut sortir l'être humain de la décision. Je vous donne un exemple, parce que pour moi, les médecins, ils sont soumis au même stress que les pilotes, en termes de vie qui sont en jeu. À quel moment, quand la fatigue s'installe, quand on a des conditions qui vont être complètement dégradées, il faut que la machine dise « Attention, je ne vais pas reprendre la main sur toi, mais là, je t'alerte sur le fait que ta décision, sois conscient que tu es peut-être dans une situation dégradée, toi-même, comme on a nos systèmes qui peuvent être dégradés, et peut-être c'est ce petit warning qui permet aussi de reprendre conscience et d'avoir une décision humaine encore meilleure. » On s'aperçoit, nous on a eu un cas justement où on nous avait demandé, alors c'est toujours l'acceptation qu'on va avoir des professionnels. On avait par exemple le management qui nous disait de l'hôpital, est-ce que vous pouvez mettre des webcams qui vont analyser le comportement des opérateurs de régulation, mais on essaie de leur dire que c'est surtout pas pour les surveiller. Et lui, c'était aussi l'enjeu de se dire à quel point on est capable de construire à la fois une technologie et un message qui soit porté, pas seulement par le top-down, mais aussi par le bottom-up, en disant ça, c'est quelque chose que je vais utiliser pour me protéger, pour éviter aussi tous les enjeux légaux qui vont y avoir autour, et qui posent la question de, dans l'intelligence artificielle, qui doit décider in fine, et si évidemment l'humain est au cœur du choix et de la décision finale, à quel point la machine peut l'aider pour ça. C'est très métaphysique. Non, alors ça c'est intéressant parce que ça fait écho aussi à des solutions que j'ai découvertes sur l'annonce des mauvaises nouvelles dans les consultations et potentiellement, alors sur le même système de la reconnaissance faciale, de dire attention, ce patient-là, il est en train de décompenser, ce patient-là, oui, son visage, ses grimaces, son sourire font que soit il accepte la nouvelle qui n'est pas bonne, mais je crois qu'on retombe toujours sur cette aide, donc c'est sûr, hein, ça a été bien dit, sur le moment où le médecin va intervenir. Maintenant, je pense que la difficulté aussi va être de se l'approprier ensemble, c'est-à-dire vraiment ce couple patient-médecin, parce qu'on ne peut pas avoir ce type de développement qui soit à sens unique, il y a une acceptation qui soit qui est vraiment absolument nécessaire. Et pour l'instant, je ne sais pas encore si la population est prête à l'accepter. On l'a vu alors dans les problématiques d'accès aux soins, hein, quand on a des cabines, quand on a de la vidéoconsultation qui se met en place. La visio, c'est bien parce que ça rend service et que lorsqu'on n'a pas d'autres solutions, c'est déjà ça. Mais au quotidien quand même, le contact, le rapport physique, l'échange et effectivement cette reconnaissance faciale mais humaine, c'est quand même essentiel, quoi. Je vais vous parler d'un exemple, je pense, qui est assez symptomatique de l'interaction que l'on peut avoir avec le personnel médical et nous en tant que coffreurs de solutions. Donc, comme vous le savez, je fais une application qui sert à donner des photos d'une situation d'urgence et les analyser. Et quand on est allé voir le Canada, Edmonton, ils sont venus nous voir, ils ont dit, vous savez quoi ? Nous, ce qu'on veut, c'est surtout pas voir les situations d'urgence. Parce que de l'urgence, malheureusement, le 911 ne traite pas que le SAMU. Ils vont aussi traiter la police, les pompiers, et avoir au quotidien des images très visuelles des situations que malheureusement rencontrent des personnes âgées, n'importe qui, des enfants, mentalement, c'est un stress qu'on ne peut pas accepter. Et du coup, on a réfléchi, on s'est dit, mais écoutez, nous, on a une IA qui est capable de détecter très bien, notamment quand il y a des plaies ouvertes, des blessures. Et si on faisait l'inverse de ce qu'on fait, si au lieu de vous afficher quand je vois une blessure, j'allais faire au contraire comme un filtre, de manière à ce que si jamais il y a un contenu trop graphique, on soit capable de préserver les médecins de ce contenu. Si on sait, malheureusement, comme on a eu hier par exemple à Annecy, une situation qui a été terrible, mais elle est terrible, mais elle s'exprime aussi en quelques mots. Est-ce qu'on a besoin que le médecin voit malheureusement ce qui se passe avec toute la violence graphique ? Pas forcément pour en tout cas déclencher l'urgence. Et du coup, c'était toute une réflexion sur à quel point est-ce qu'avec de l'intelligence artificielle, on est capable de préserver la santé mentale de ces opérateurs qui au quotidien, à la fois font un travail formidable, mais sont soumis à énormément de stress. Et c'était juste se dire, nous, en tant qu'innovateurs, on va changer, retourner notre réflexion, tout simplement pour essayer de caler plus aux besoins opérationnels et plus à cette vision de, des visioconférences, on peut en faire très facilement,
mais peut-être il y a des moments où il ne faut pas en faire. Peut-être il y a des moments où pour garder notre capacité de décision dans un mode incertain, dans des situations stressantes, cette IA va être le tampon entre nous et la réalité pour que je puisse toujours décider de manière rationnelle et objective et agir au mieux dans l'intérêt de la population. Ouais. Je trouve que c'est le sujet où on est passé finalement c'était un sujet très technoscience à un sujet technoscience sociale. C'est-à-dire qu'on a une approche qui est science sociale, science cognitive, science comportementale. Et comme on est au croisement de tout ça et que finalement c'est plus que du sujet de numérique, de digital, de corrélation mathématique, mais qu'il y a l'approche symbolique, qui est une approche fondamentale aussi, l'approche cognitive, l'approche éthique, qui est totalement croisée maintenant et qui est, même on s'en rend plus compte en fait, parce que ça se fait de façon très naturelle, et aussi par le design, etc., par le design notamment vraiment tel qu'il est, quand il est un peu pratiqué, un peu, je dirais, by the book, hein, pas comme ça, de façon rapide. Évidemment, là, d'abord, on rassure, parce qu'on sort des peurs et des postures, et c'est un peu la base, parce qu'effectivement, dans la population, je pense qu'il y a un sujet de pédagogie, de communication, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le processus, de toute façon, il s'accélère quoi qu'on fasse. C'est-à-dire que ChatGPT, c'est arrivé d'un coup, très vite. Très vite, beaucoup de personnes se la sont appropriées, et pas simplement les jeunes geeks. Beaucoup de personnes. Donc, de toute façon, et l'IA, elle est partout. Elle est dès que vous vous déplacez en voiture, etc. Donc, elle est quand même un peu intégrée partout. Donc, de toute façon, ça va aller très vite. Les jeunes générations sont embarquées. Et nous, notre sujet, parce que c'était un peu le sujet de la thématique, c'était de dire l'appropriation de l'information. Deux choses, c'est évidemment embarquer tout le monde. Ça, tout à l'heure, ça a été dans la table de ronde avant, c'est-à-dire que pas toucher que ceux qui savent déjà ou la gouvernance ou ceux qui vont. Voilà, c'est vraiment embarquer tout le monde avec le bon message, la bonne communication. C'est le sujet de l'usage parce que moi, je trouve que le travail du design thinking appliqué à l'IA, etc., ça n'est pas que du bottom-up. Parce que le bottom-up, c'est l'information que je fais remonter, mais c'est pas ça reste toujours une espèce de communication remontante. Et top-down, c'est des formations qui descendent. Mais quand on est sur une logique de design, on est sur quelque chose c'est l'action, je participe à l'action en train de se faire. Ça change tout en termes d'adhésion intellectuelle, mais d'adhérence, je dirais, dans ses tripes. C'est-à-dire qu'on est dedans et donc on sort de ces logiques de posture corporatiste ou autre. Et là, ça change tout. Et effectivement, ça crée le lien. Voilà. Donc je pense que les sciences comportementales cognitives, c'est essentiel. Et ça y est, quoi. C'est là et c'est de plus en plus enchevêtré. Je ne sais pas si on reste un peu de temps, mais oui. Non mais allez-y, mais on va pouvoir prendre des paroles, des questions et des témoignages peut-être dans la salle, donc n'hésitez surtout pas. Peut-être la manière très concrète en fait d'embarquer les professionnels parce qu'ils doivent se poser la question. Tout ça c'est vachement bien, mais comment j'embarque? On appelle ça du onboarding maintenant. Dans toutes les entreprises, on a des séminaires onboarding. Comment est-ce qu'on peut embarquer les gens et les établissements aussi, toutes les structures? Est-ce que certains ont déjà des exemples de choses mises en pratique là-dessus? Est-ce que vous souhaitez partager? Oui, monsieur. Je vous apporte un micro, j'ai celui-là. Très bien, je peux. Parfait. Est-ce que quelqu'un peut... Pardon. Merci Audrey. Désolé. Ah, excuse-moi. Merci beaucoup. C'est... Monsieur là-bas, très très bien. Monsieur, votre question, votre remarque. J'ai pas d'expérience, j'ai juste une question. Vous souhaitez vous présenter d'abord? Oui, docteur Chaliot, je suis médecin dans une association dans le médico-social. Et du coup, cette question-là de l'appropriation par les professionnels de santé de l'IA m'intéresse beaucoup. Et j'ai deux questions. La première, c'est il faut bien quand même que quelqu'un prenne la photo et donc quelqu'un prenne la charge émotionnelle. Et quand même, je pense que les médecins, dans notre formation, on est un peu désensibilisés. En première année, on apprend sur des personnes mortes qui donnent leur corps à la science. Bon, c'est un peu triste de dire ça, mais si c'est pas nous, c'est moins. Faut quand même il y a quand même une charge émotionnelle à la personne qui prend la photo. Après, j'ai une deuxième question. C'est vrai que, un point quand même intéressant à ça, c'est que même les médecins, on a deux systèmes cognitifs. On a le système émotionnel instinctif, le système A et le système B, qui est plus je vous laisse terminer. Rationnel. Enfin, le système un neurologue ou un psychiatre. Oui.
il y a le système, et quand on a une décharge émotionnelle, on peut prendre des décisions hâtives. Et donc c'est vrai que si, dans le raisonnement clinique, on a une photo qui est très chargée émotionnellement, ça peut nous brouiller les pistes. Donc effectivement, si à la place d'une photo, l'intelligence artificielle nous donne un texte descriptif, ça peut nous aider. Donc ça, c'est un point positif, effectivement. Merci beaucoup. C'est chouette, hein, si quelqu'un veut répondre, c'est les sujets du baccalauréat où on a 4 heures pour répondre, mais si vous souhaitez, n'hésitez pas. Et puis j'ai une réaction ici au premier rang, s'il vous plaît, pour le micro, juste ici. Vous souhaitez réagir peut-être? Oui, je vais peut-être prendre... Allez-y, merci docteur en tout cas. Oui, tout à fait. Hein, je trouve que les médecins, en effet, arrivent à rationaliser plus facilement, même si des situations extrêmes, comme ce que vous décrivez, affectent forcément un être humain. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, et notamment dans le modèle américain, mais ce qui va tendre de plus en plus avec le modèle européen, avec le 112, les premiers filtres, ce n'est pas forcément des médecins. Souvent, c'est juste des professionnels qui ont une coloration particulière, qui vont devoir être de plus en plus multitâches, du coup, entre police, pompiers, SAMU. Et eux, l'appréciation que vous avez pu avoir au travers d'années de pratique, où en effet, il y a un moment, soit on prend le poids du monde sur ses épaules, soit il faut être capable de rationaliser, ne l'ont pas. Donc dans ce cas, en effet, comme vous disiez, avec la transcription de texte, hein, c'est exactement ce qu'on va faire. Ça permet de limiter cet effet et de prendre en compte, comme ce que disait Florence tout à l'heure, tout l'aspect cognitif qu'on va avoir sur la prise de décision, l'acceptation de la décision et de la situation. Merci. Madame. Bonjour, docteur Thierbautran, je suis secrétaire général de l'URPS et donc je suis très intéressé par le sujet de l'IA. La remarque que j'aurais à faire, c'est que beaucoup de professionnels de santé, mais aussi de patients et d'usagers, s'ils ont des craintes vis-à-vis de l'IA, c'est dans sa forme diagnostique et effectivement le remplacement, encore une fois une théorie de grand remplacement d'un professionnel. Et je crois qu'il y a quand même une dimension qui est importante de l'IA et que c'est peut-être par là qu'on va arriver à embarquer les professionnels, mais aussi les usagers, c'est son rôle organisationnel. Avec une moulinage aussi de données importantes. Je crois qu'il y a un certain nombre de centres anticancéreux qui l'utilisent déjà pour le suivi des patients en post-cure ou en post-thérapeutique, et donc dont l'algorithme est capable de repérer une rupture dans le parcours et dans la normalité du suivi, et donc d'activer. À ce moment-là, c'est un filtre d'accès aussi à la ressource médicale, parce que ça va se déclencher sur de bonnes raisons, et il me semble que cette approche-là est moins anxiogène, en particulier au niveau de l'éthique, qui sont des restrictions et des freins qu'on peut tout à fait entendre. Mais je crois qu'il faut vraiment développer et ne pas avoir peur de l'IA dans sa dimension organisationnelle, parce qu'elle nous rendra énormément de services. Merci de ce regard, je vous en prie. Ouais, moi, je peux répondre à votre question, parce que vous avez posé comment on fait. Alors, pour répondre pour les établissements publics de santé, de façon très concrète, il y a à peu près 2 ans, on avait commencé par faire une petite colloque sur l'IA en imagerie et en biologie, pour justement embarquer essentiellement les radiologues, les biologistes, mais aussi les manipulateurs radio, etc. Et puis on s'est rendu compte qu'on n'avait que des chefs à plumes. Ne venaient pas les collaborateurs, les cadres, etc. Ça faisait un peu peur, c'était pour les... Voilà, pour les grands, ceux qui dirigent, etc. Donc on s'est dit, bon, faire autrement. Et avec Marc Dumont, donc de la NFH-PACA tout à l'heure, il a fait une consultation régionale, à FHF on a participé. On a retenu un certain nombre de prestataires qui sont des experts du sujet, à la fois qui connaissent très bien l'IA et qui sont capables d'accompagner de façon méthodologique les équipes. Et donc ça veut dire qu'à partir depuis 2 ans, grosso modo, quand une équipe, un service veut déployer un projet, que ce soit un projet qui va améliorer l'organisation du service, que ça en biologie, en imagerie ou autre, ou pour faire de la médecine prédictive, peu importe, en tout cas le champ est tellement large, il peut se tourner vers la NFH et avoir un certain nombre de jours de prestations d'accompagnement. Ce qui fait qu'on peut partir de zéro, avoir des bonnes idées, parce qu'on a eu des sollicitations du médecin, de l'usager, d'un partenaire, d'une start-up, je ne sais quoi, ou d'un élu, pourquoi pas. Et on peut se tourner effectivement vers la NFH, et il y a des accompagnements très concrets, et donc ils sont amenés jusqu'au bout. Alors si l'établissement est très gros, ça va être peut-être 60 jours d'accompagnement, s'il est petit, c'est 10 jours, mais ça c'est très concret. Oui, super. Voilà. Il y a donc des moyens d'onboarder, d'accompagner tout le monde. Petite question qui revient très souvent d'ailleurs, tous ces systèmes évidemment sont portés par des puissances industrielles, technologiques étrangères. Est-ce qu'une puissance française, c'est un vrai débat qu'il y a depuis longtemps, pourrait venir concurrencer les GAFAM ou c'est d'ores et déjà perdu, continuons à vendre notre âme aux autres? Non, alors... Pour plomber le moral. Hein, oui, alors, on va terminer sur une note heureuse. L'IA, oui, il y a la puissance de calcul et en effet avoir d'énormes calculateurs,
ça sera toujours un enjeu. Mais quand on voit même des très grands groupes, hein, du Facebook, du Google, etc., il y a aussi la finesse d'utiliser l'IA. Et souvent, Oui. ils vont passer par des petites boîtes, des petites structures, parce que entraîner, mettre les bons poids, être capable d'avoir l'utilisation avec le bon cadre juridique et technologique, au final, ça reste un domaine d'expertise. Est-ce qu'on arrivera à concurrencer la puissance brute de calcul? Peut-être pas. Même si je pense qu'on a quand même de beaux projets et des entités qui sont là pour concurrencer. Bien sûr. Mais développer cette finesse de l'utilisation de l'IA, de sa mise en œuvre, et au final être capable de générer des résultats pertinents pour les patients, ça oui, on est complètement capable de les concurrencer. Et c'est pour ça qu'on pousse à avoir des projets d'expérimentation, des projets pilotes, pour justement être en avance de phase dans ce déploiement et bâtir une expertise qui ensuite pourra s'exporter. Merci. Bien sûr, on peut partager juste le micro. Ouais. Micro vert, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Oui, juste pour compléter, il y a quand même des gros travaux qui sont faits par des grosses entreprises, Thales pour ne pas le nommer. Alors je ne les vois pas là dans la salle, mais ils sont quelque part. Et puis après, tout à l'heure, Eric Banzé va venir en parler. Ils ont des travaux effectivement sur l'intelligence artificielle et sur justement ce moulin, ce broyage, cette digestion de données qui sont assez phénoménales. Donc après, voilà, il faut s'y intéresser parce que toujours pareil, on l'a vu dans notre exercice avec les agendas, on l'a vu avec les dossiers médicaux. Si nous, professionnels de santé, qui que nous soyons, nous étions intéressés et nous avions conservé cette réflexion sur ce dont nous avons besoin et se tourner directement vers les professionnels industriels, techno, pour pouvoir le développer, on ne serait pas aujourd'hui à la main de certains grands groupes qui nous proposent, à grand renfort financier bien évidemment, et grands investissements, des solutions qui ne sont pas toujours en plus adaptées à nos principes. Donc il y a des solutions françaises, il y en a ici, il y a Thales par exemple, je pense qu'à eux, puisqu'on a eu l'occasion de travailler avec eux. Encore faut-il, comme toujours, prendre le temps et s'y intéresser. Oui, Eric Banzé viendra juste après d'ailleurs témoigner. On a des talents en France, autant. Et il y a la question derrière de la cybersécurité aussi qui peut aller avec tout cela. On en a bien besoin. Merci pour ces témoignages. D'autres questions, remarques dans la salle? Il n'y a pas de questions idiotes sur ces sujets vraiment, donc n'hésitez surtout pas. On va porter le micro, s'il vous plaît, au fond. Monsieur, je vous laisse la main levée. C'était vous. Très très bien. Faites-moi bonjour comme ça, qu'on vous voit bien. Super. Je vous invite à vous présenter, sauf si vous avez des choses à vous reprocher. Non, oui, bonjour. Quentin, je suis data scientist au grade. C'est pas une maladie, un data scientist, on va expliquer aux gens que c'est un métier bizarre, mais c'est un métier. Ni au grade, oui, exactement. J'avais une question par rapport à la solution sur les appels d'urgence. Étant donné que vous faites du diagnostic de situation d'urgence, vous influez la décision des opérateurs sur la manière de prendre en charge l'urgence ou pas, déjà? Et en fait, ma question, c'est derrière, je fais un parallèle avec les dispositifs médicaux qui ont différentes classes, qui sont classés de différentes manières en fonction de l'impact qu'ils ont sur la vie d'un patient. Et je voulais savoir si vous étiez concerné par ce genre de réglementation ou pas. Alors oui, tout ce qui va être marquage CE, on va être évidemment impacté. Alors l'intérêt, c'est qu'on ne cherche pas à se substituer au régulateur. Avant tout, on va lui apporter une information dans l'ordre chronologique des appels d'urgence qui sont pris jusqu'à présent. Je vais prendre le numéro 1, puis le numéro 2, puis le numéro 3, parce qu'on ne va pas choisir au hasard. Et malheureusement, des fois, le numéro 1, ça va être une personne qui cherche une pharmacie, alors que le numéro 2, le numéro 3, c'est une personne qui fait un AVC. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est mettre un warning en disant, regarde, je te dis pas, je vais pas remonter automatiquement l'appel numéro 3 avant l'appel numéro 1. Par contre, tu es en appel numéro 1, je te garantis que je vais faire clignoter en rouge l'appel numéro 3 parce que je détecte un problème et c'est toi, avec ton rôle et tes contraintes qui peuvent dépasser même ce que je vois en tant que fournisseur de solutions ou le problème au tenté, qui va prendre cette décision. Mais le but, c'est pouvoir l'informer et surtout, et là on va arriver dans un monde où il va y avoir de plus en plus de catastrophes naturelles, de désastres majeurs et autres, quand on a cette masse d'appels simultanés, comment est-ce que je fais pour identifier les personnes qui sont les plus vulnérables? Bien sûr. Ça, c'est notre rôle. Et on va les casser la gueule à numéro 1 qui nous fait chier à demander une pharmacie alors qu'on a autre chose à faire ce jour-là. Voilà. Pardon, c'était bon. Ça m'énervait quand vous avez parlé. Super. Merci. D'autres questions, remarques peut-être?
Pas de questions idiotes hein, sur l'intelligence artificielle, on en apprend tous les jours. Et ce qu'on se dit ici aura changé dans 6 mois parce qu'on aura tellement évolué aussi sur tous ces sujets. Pas d'autres. Si, ah ben tiens, plein de mains qui se lèvent. Monsieur, madame ensuite. Monsieur, bonjour. Bonjour, je suis consultant dans l'innovation en santé. Je me posais une question par rapport à la formation. Parce qu'on ne peut pas nier quand même que l'IA va avoir un caractère anxiogène pour pas mal de professionnels, parce que ça va très vite. Et ça va poser forcément des questions de qualification, de rôle du soignant au sens large. C'est-à-dire que le diagnostic va arriver de plus en plus tôt. De multiples devices comme des montres Apple ou autres vont pouvoir donner des diagnostics très très rapidement, bien avant le médecin d'ailleurs. Et donc on va... Enfin, j'extrapole un petit peu, hein, je vois que vous... Mais, enfin, il va y avoir effectivement une grosse question philosophique autour de ça. Donc il va falloir aussi réguler. On sait que pour réguler, ça prend du temps. Et donc il va y avoir toute une période de flou artistique qui va demander beaucoup de formation et beaucoup d'acculturation aux professionnels de santé. Et donc ma question c'est, est-ce que vous pensez qu'on est capable d'agir assez rapidement pour former les professionnels et les établissements? Et parce que ça me paraît compliqué, effectivement. Est-ce qu'on a le temps de prendre le temps ou est-ce qu'il faut aussi aller vite? Qui peut répondre? Laurent. Je crois qu'on sera obligé de prendre le temps. Après, tout va dépendre là aussi de l'usage qui en sera fait. Depuis ce matin, on évoque des usages et des usages de l'innovation. Si l'innovation rend service et permet de gagner du temps pour voir plus de patients, pour le voir différemment, je crois que tout le monde le prendra ce temps-là. Si c'est un gadget supplémentaire, et ça a été évoqué ce matin, hein, sur l'identité numérique en santé par exemple, bon, c'est sûr c'est quelque chose d'important, mais aujourd'hui ça ne change pas notre quotidien, cette identité numérique. Donc si on doit la vérifier à chaque patient, ben, globalement on perd 10 minutes sur notre logiciel. Donc si on est dans ce cas-là, c'est-à-dire que ça ne nous apporte rien à très court terme, on aura du mal à inviter, à part les quelques geeks qui existent sur le terrain, cette appropriation. Si par contre on se rend compte que sur les standards, sur le centre 15, ça permet de trier, alors peut-être avec une photo de l'appelant, s'il est très stressé, pas stressé, si on comprend que c'est juste pour une délivrance, rechercher une pharmacie, ou si c'est pour un appel urgent, je pense que là tout le monde va se dire oui, il y a un intérêt, c'est pertinent, ça va nous faire gagner du temps et on y va. Et puis après, bien évidemment, et là on revient toujours sur cet usage qui doit être fait, qui doit être pertinent, c'est-à-dire que l'évolution, elle doit apporter quelque chose, mais elle doit être simple aussi dans son appropriation. C'est-à-dire qu'il faut la penser pour des professionnels de santé, justement, qui sont déjà débordés. Donc je serais tenté de dire que si la solution est bien pensée, qu'elle apporte quelque chose, normalement, ça devrait pouvoir se faire. Florence, avec l'enjeu que tout le monde avance en même temps, au même rythme, si possible. Oui, alors, oui, bien sûr. Voilà, ça, c'est la nage synchronisée. Alors, moi, je me dis que les gens sont quand même des individus rationnels. Alors, ok, ils râlent, etc. Mais globalement, s'il y a un point commun entre les soignants de la ville, de l'hôpital, du secteur privé, etc., c'est qu'ils disent tous la même chose. On n'a pas suffisamment de temps auprès du patient, auprès du résident, et on est là pour ça à la base. On manque de temps. On manque de temps pour nous aussi, nos vies personnelles, familiales. On manque de temps, grosso modo. Ça s'est dégradé. On n'a plus ce colloque singulier. À partir du moment où l'IA, très concrètement, va donner ce temps, c'est-à-dire même sans qu'on explique comment, c'est-à-dire que quand on va s'en rendre compte, qu'on va le vivre au quotidien. Je parlais d'adhérence tout à l'heure, l'adhérence elle va venir naturellement, c'est-à-dire que ça va le libérer, ce temps on va l'avoir. Bien sûr. Donc je pense que c'est la structure du désir, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'on va pouvoir reprendre on va revenir peut-être un peu aux fondamentaux de ce qu'on a pu connaître il y a très très longtemps, enfin nous on l'a pas connu peut-être, mais il y a très très longtemps, quand à un moment donné la relation, c'était la relation au patient, c'était voilà, et on prenait en charge tout le patient. Bien sûr. Oui, si l'argument premier c'est on va vous faire gagner du temps, ça peut aider à l'appropriation. Merci pour les éléments de réponse. Si vous voulez compléter, Adrien, n'hésitez pas. Merci pour la question. J'avais une question devant. C'était pas une question? Mais alors, on va le faire au micro. Allez-y, vous inquiétez pas. Si vous avez une voiture à vendre, c'est maintenant. Madame, bonjour. Donc, moi, je suis médecin généraliste dans le Var. Et donc, la réflexion pour la sélection par le dans le 15, micro, s'il vous plaît. Par le 15, c'est exactement la même chose pour la médecine générale de tous les jours. Bien sûr. Et que je veux dire, quand on a 15 appels par jour, entre celui qui veut juste un mot pour l'école, celui qui veut un arrêt de travail d'une journée inefficace et celui qui a 41, si on avait une centralisation et une IA là-dessus, c'est bienvenu. Lui, il fait la liste des courses. Hein. Je peux vous dire que derrière, avec la start-up, il va nous bouger. Une question à poser, pardon, ici, de ton collègue au premier rang.
Mais tu peux te présenter à tout le monde. Oui, ça, c'est parce que tu es devant l'enseigne qui n'est pas une bonne idée. Oui, c'est possible. Alors du coup, Mathias Serra, stagiaire au sein du CUS. Bonjour à tous. Du coup, pour rebondir un petit peu sur la question de Madame, on a vu du coup émerger les modèles de langage Bard, ChatGPT, Bing, etc. Est-ce que vous pensez qu'une possible intégration de ces systèmes dans la prise en charge, ou tout du moins l'accès aux soins, enfin l'accès à une démarche de soins dans un principe hospitalier, est-ce que vous pensez que ça peut générer du coup une facilité d'accès, ou au contraire rajouter une fracture numérique dans ce genre de processus? Merci. Sujet du baccalauréat encore. Je vais en tête, je ne vais pas la citer, mais un médecin responsable dans un très gros établissement de la région qui communique sur les réseaux sociaux et qui explique à quel point elle gagne énormément de temps en utilisant, elle et ses internes, ChatGPT ou un urgentiste ou un psychiatre. Donc j'en ai plusieurs d'exemples en tête, effectivement, et avec derrière voilà, et c'est sur des qu'au début en plus, hein, oui. Et qui s'étonnent même, qui sont presque sidérés de ce qui ça produit et le gain de temps qui ça produit. Voilà, c'est juste un petit retour d'expérience très récent. Et pour compléter ce que dit Florence Arnoux, c'est que là, elle le vit au niveau de l'hôpital, mais si on est à côté, là aujourd'hui, c'est que ça a du sens aussi entre ce lien entre la ville et l'hôpital et les préoccupations qu'on partage justement sur cette organisation et ce parcours de soins. On a des expérimentations où des libéraux sont sollicités pour aller renforcer l'hôpital. On a des sollicitations pour que des consultations de deuxième recours soient effectuées par des médecins spécialistes de l'hôpital pour aller dans certaines zones défavorisées. Je crois que là, on est typiquement sur cette réflexion qui est de dire on doit gagner du temps à tous les échelons, dans tous les systèmes de prise en charge du patient. Et si on gagne du temps, eh bien on peut le remettre à disposition. On en parlait hier sur des missions d'intérêt général. Aujourd'hui, la mission d'intérêt général, le médecin même qui est motivé, qui a envie de s'impliquer, il a des horaires qui sont déjà tellement insupportables qu'il ne peut pas les faire. Si à tous les niveaux, donc que ce soit en libéral, que ce soit en ville, que ce soit dans les fédérations publiques ou privées, on a ce temps et on gagne ce temps, probablement que la fluidité sera plus pertinente. Et bien sûr, ça passe aussi, alors ça c'est pour les non-professionnels de santé de la salle, par une réflexion de l'accès aux soins, de se dire mais est-ce qu'on a tout le temps besoin d'un accès aux soins rapide, urgent, etc. Et ça pose la question de la consommation du soin. Probablement que s'il y avait une éducation aussi de certains patients, on pourrait gagner du temps. On l'a sur les lapins, ces fameux rendez-vous qui ne sont pas honorés. On l'a aussi sur des consultations qui sont parfois un petit peu exagérées. Je pense que c'est une prise de conscience, bien évidemment, qui doit être globale pour qu'on puisse tous en retirer un bénéfice. J'ai jamais compris pourquoi vous ne faisiez pas payer les rendez-vous non honorés, mais payer de la poche du patient. Ça, c'est un mystère. Il n'est pas venu, donc comment on va le faire ? Il a réservé, il paye avant, un point, c'est tout. C'est facile, hein, c'est le journaleux qui dit ça. Je prends une dernière question parce qu'en fait, on a déjà dépassé le temps, mais le sujet, il est évidemment passionnant. C'est bien fait pour vous, d'ailleurs, ces sujets sont passionnants. C'est pour que ça continue. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, je suis désolée, hein, mais je ne suis pas du tout d'accord, en fait. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il faut gagner du temps encore et encore. Je pense qu'avant, il y avait déjà des médecins, il y avait déjà des patients, et bizarrement, on arrivait à les soigner. Et j'ai l'impression que plus on essaye de gagner du temps, et plus on décide que ce temps il doit être ultra rentable, et que du coup, si on gagne du temps sur un patient, ben on en prendra deux. Et ce serait peut-être bien qu'on prenne du temps pour les patients dans des conditions qui soient tenables pour les professionnels, et pas dans une espèce de travail à la chaîne. Et par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, on va libérer du temps aux médecins pour qu'ils puissent recommencer à faire vraiment leur travail. C'est quoi leur travail, du coup, les médecins ? Parce que j'ai du mal à comprendre. Alors moi, je ne suis pas médecin, mais quel est vraiment... qu'est-ce que ça va faire de plus qui va leur faire gagner du temps ? Et est-ce que, du coup, ces médecins vont continuer à prendre le temps de discuter avec les patients ? Merci. Ou est-ce qu'il va aller directement à la rentabilité ? Je crois que je n'ai pas entendu la même chose que vous, je me permets, mais je n'ai pas entendu la même chose que vous. Ils veulent gagner du temps pour justement pas prendre un deuxième patient, mais mieux s'occuper du premier. C'est ce que j'ai entendu. Oui, je crois que c'est vraiment ça. Hein. L'idée, c'est pas la rentabilité. Aujourd'hui, si les professionnels de santé ne travaillent plus pour certains 5 jours par semaine, c'est parce qu'ils ne sont pas à la recherche de cette rentabilité. Ils sont à la recherche du bon soin. Alors, si je me suis mal exprimé, je le reformule. L'idée, c'est vraiment de bien prendre en charge le patient qui est devant soi. Donc, l'idée, c'est de gagner du temps sur ce qui n'est pas absolument nécessaire d'être fait par le médecin.
pour justement pouvoir garder du temps pour le patient qui n'a pas besoin de traitement, mais qui a juste besoin d'être entendu et d'être rassuré. Donc c'est vraiment dans notre esprit, en tout cas là, quand on parle de l'intelligence artificielle, et moi j'y suis très attentif, cette intelligence artificielle n'a de sens que si elle rend service, c'est-à-dire que si elle permet de gagner du temps, pas pour une question financière ou rentabilité ou de cocher les cases. Et c'est bien pour ça que je dis que... Alors là, vous allez lancer le syndicaliste, hein, mais attention, le principe, le double discours du politique disant tout Français doit avoir accès aux soins, qui permet à n'importe qui, n'importe quand, d'appeler le 15 ou d'aller dans un cabinet horaire élargi à 22h le soir alors qu'il aurait pu attendre le lendemain, c'est pas du bon soin. Bien sûr. Moi, le bon soin, c'est le patient qui est suivi par son médecin traitant, qui est adressé au spécialiste quand il en a besoin, avec les bons renseignements pour que le spécialiste ne mette pas 3 heures à comprendre pourquoi le patient est arrivé. Donc, on reste sur le bon soin. Mais à la limite, on peut en discuter. Il y a votre volonté et il y a la société. Merci beaucoup. Vous me permettez, je vous laisse terminer là-dessus sur cette question-là, et puis on va enchaîner avec notre autre invité, parce que c'est un joli sujet de société qu'on ne pourra pas régler là pour les 30 secondes qui nous restent. Comme je nom d'oiseau, vous pouvez me traiter de tous les noms d'oiseaux, Rossignol, je suis habitué depuis 48 ans. Mais je voulais juste terminer, le sujet est passionnant. On le clôt là, vous le continuez dans le jardin sous la pluie ? C'est une belle invitation. Pardon pour cette frustration. Je voudrais qu'on applaudisse nos 3 intervenants. Merci Adrien d'avoir mené cela. Chère Florence et cher Laurent, merci beaucoup.